Le métal est rare. Il y a 5 métaux qui font exception, que sont en l'occurrence le fer, le manganèse, l'aluminium, le titane, bon, peu importe le 5e, mais voilà, c'est en gros les 5, et les 4 majeurs. Et à part ces métaux-là, la majorité des métaux dans les gisements, on va les trouver à des concentrations qui sont plutôt de l'ordre du pourcent ou du dixième de pourcent, voire encore moins, on sera à grammes par tonne. Il faut vraiment s'imaginer que les concentrations dans les gisements, je prends l'exemple par exemple prenons l'exemple du tungstène, on est entre 0,2 et 3%, entre 0,2 et 3%, prenons l'exemple par exemple de l'uranium, on est entre 0,1 et 0,3%, c'est les teneurs d'exploitation. Voilà, exactement. Donc c'est un pourcentage, donc effectivement, à la tonne, ça vous donne un ordre de grandeur. Vous pouvez aussi avoir, par exemple, le lithium, dont on parle beaucoup dans les salars. Aujourd'hui, sur les teneurs d'exploitation moyenne dans les salars, on est autour de 0,05 à 0,15%. Le cobalt sert à de nombreux usages, notamment dans toutes les batteries avec le lithium. Il sert également dans la chimie, il sert par exemple de cicatif, c'est-à-dire d'agent séchant dans les pneus. Il sert également à colorer des pigments dans les peintures, dans les encres. Le bleu cobalt, vous le savez, aussi célèbre que le bleu clin. Et puis dans diverses utilisations comme les catalyseurs dans la chimie. Le zinc, c'est un moyen de lutter contre la corrosion de l'acier, du fer. Alors c'est la galvanisation, on couvre ça d'une couche de zinc. Alors l'autre solution, c'est d'utiliser du chrome ou du nickel en alliage, c'est les fameux aciers inox. Alors le zinc, vous allez en trouver dans le dentifrice par exemple, dans certains de vos dentifrices, vous verrez. C'est-à-dire que je me brosse les dents avec du zinc ? Voilà, avec du sulfate de zinc ou de l'oxyde de zinc, qui va permettre de colorer en blanc votre dentifrice. Et donc à chaque fois que vous allez le cracher, vous allez empêcher certaines générations futures de lutter contre la corrosion, puisque le zinc est une ressource finie comme tous les métaux sur Terre. Il y a de nombreux métaux qui vont être utilisés en usage dispersif. On pourrait citer le cuivre, le sélénium, le plomb par exemple, qu'on utilise dans les feux d'artifice pour les différentes couleurs, un beau rouge carmin, un beau vert. Vous allez avoir dans le molybdène qui vous sert à colorer en orange. Vous allez avoir un certain nombre d'autres sujets, le bismuth dans les rouges à lèvres. Donc le coltan, c'est la colombo-tantalite. Donc c'est le tantal qui est utilisé en fait pour les condensateurs, donc dans toutes les nouvelles technologies et effectivement en particulier les téléphones portables. Le tantal, on en trouve aussi en Australie, on en trouve au Canada, on en trouve. Ce n'est pas un métal pour lequel les ressources sont particulièrement limitées. On a à peu près un siècle aujourd'hui à l'usage actuel. Le problème, c'est qu'effectivement, la croissance fait monter cet usage. Et donc, si vous divisez par le taux actuel de consommation, vous trouvez 100 ans. Et si vous divisez par le taux de consommation tel qu'il sera dans 10 ans, vous allez peut-être trouver 20 ans. On part avec un certain nombre de millions de tonnes de roches à traiter par an. Et on va se retrouver avec des déchets qui se trouvent le plus souvent sous forme de boue, alors soit sous forme de gravats, si on parle de stéril minier, sous forme de boue, si on parle de résidus miniers, peu importe. Rio Tinto, peut-être qu'il y a des gens qui connaissent, c'est une mine qui est assez connue, une mine de cuivre or en Espagne. L'aire de traitement des déchets, c'est 500 hectares. Alors j'essaye de continuer à répondre à votre question en me disant, il va falloir réhabiliter ou gérer 500 hectares. C'est 500 hectares quand même, quoi. Combien de profondeur ? Quelques dizaines de mètres. Voilà. Donc après, ça peut être très très haut, ça dépend de la morphologie. Vous pouvez avoir des digues qui montent à 300 mètres, voire plus haut que la Tour Eiffel ou plus haut que la Tour Eiffel. On pense, en fonction des années, qu'on est entre 4 à 6 accidents majeurs par an à l'international. La plus grande mine à ciel ouvert d'Afrique du Sud, elle s'appelle Palabora. C'est une mine à ciel ouvert qui fait 2 km de diamètre sur 762 mètres de haut. 762 mètres de haut, c'est 3 tours Eiffel, enfin 2 tours Eiffel et demi, quoi, on s'entend. C'est vraiment énorme. Cette mine, en fait, on a travaillé on a pris attache avec un photographe qui tente de représenter la production métallique finale d'un site minier sous forme de boule au droit du site minier en termes d'illustration. On a regardé l'emprise des installations de surface et des dépôts miniers. Ça faisait 25 km². Et au-delà de ces 25 km², on a mis le point de cette boule. Alors vous allez me dire, oui, mais vous comparez une boule avec une surface. Oui, je sais, mais enfin, à un moment, il faut représenter les choses. Vous avez, pour vous représenter, là, vous avez cette emprise qui est là, et vous avez un petit point là. Ça, c'est le métal. Donc, en fait, du point de vue du métal, à chaque fois que vous passez d'un modèle à l'autre, vous augmentez la quantité de métal. Donc, une voiture thermique, c'est 20 kg de cuivre. Normal. Ça, c'est au FI Set Management, c'est 20 kg de cuivre. L'hybride léger, c'est 40 kg de cuivre.
l'hybride rechargeable, c'est 60 kg de cuivre. L'hybride, le véhicule électrique, complètement électrifié, c'est 80 kg de cuivre. Donc en passant du thermique au véhicule électrique, je viens déjà de multiplier par 4 la quantité de cuivre. Déjà, je commence par là. Sachant que du coup, comme j'ai un véhicule électrique, bien falloir que je le recharge, le pauvre. Donc je vais aller chercher sur des bornes. Vous avez des bornes, enfin des stations, des installations de recharge là, et vous avez du niveau 1, du niveau 2, du niveau 3, machin. Bon, on va prendre le niveau 3. Niveau 3, station de rechargement d'un véhicule électrique, à peu près 120 véhicules qu'on peut recharger avec une quantité de cuivre. 100 kg. Par prise? Par prise. Oh, magnifique. Bon. Et là, je ne vous ai pas encore parlé du réseau qui permet d'électrifier la fameuse borne de recharge, parce que la borne de recharge, malheureusement, ne s'auto-alimente pas tout seul. Donc il faut qu'elle soit raccordée au réseau, etc. On a une batterie qui est quand même très émissive, qui a un impact environnemental à fabriquer, qui du coup, lorsque la voiture démarre, elle vient d'être fabriquée, elle fait son premier kilomètre, la version électrique, en fait, elle a eu plus d'impact à sa fabrication. Donc, si on développe parmi ce parc des voitures électriques qui roulent peu, à ce moment-là, on ne va jamais en fait amortir. Si ce sont les véhicules thermiques qui ne roulent pas beaucoup qu'on transforme en électrique, on aura du mal à amortir la fabrication de la batterie. Bon, ça, c'est un premier point. Ensuite, le deuxième, c'est la substitution. Pour comprendre la fabrication de la batterie, Oui. c'est parce qu'il y a des métaux et que ces métaux, la métallurgie, ça demande énormément de CO2 à produire. Il y a à la fois l'extraction, mais il y a aussi le millefeuille à fabriquer. Enfin, une batterie, c'est vraiment... on est un peu dans l'électronique, si vous voulez, et donc il y a beaucoup d'électricité dans les étapes successives. Électricité qui est... alors après, la question, c'est est-ce qu'elle est charbonnée, cette électricité, parce que les usines sont, par exemple, en Chine? Est-ce qu'elle est un peu moins par chez nous? Mais par chez nous, attention, il faut faire très attention. C'est pas parce qu'en France, par exemple, on a une électricité moyenne, pas trop carbonée, là, on est en train d'augmenter la demande, hein. Donc on est plutôt en électricité marginale, une augmentation de demande, donc les calculs sont plus complexes et souvent beaucoup plus carbonés. Si on se demande, ah oui, mais on augmente la demande électrique, à la fois parce qu'on construit une nouvelle usine, qui va fabriquer des batteries par exemple, et puis après on va faire rouler des voitures qui vont se recharger. Tout ça, admettons en substitution de véhicules thermiques qui n'ont pas besoin de cette usine de batterie et qui ne croisent jamais le réseau électrique parce qu'ils roulent avec du fossile. Donc en fait, on est dans des augmentations de demande électrique. Donc en face, quels sont les moyens supplémentaires qu'on va mettre en place pour fabriquer, admettons, de l'électricité bas carbone, sachant que les moyens qu'on met en place normalement aujourd'hui, ils sont plutôt d'abord pour substituer les énergies fossiles que de permettre une augmentation perpétuelle de demande. Ce qui quand même se passe au niveau mondial depuis plusieurs décennies, où quand vous voyez effectivement la progression des énergies renouvelables au niveau mondial, mais vous voyez en fait que c'est une addition. C'est-à-dire qu'on n'a jamais consommé autant de charbon, etc., ces dernières années, alors que pour autant, on a quand même de manière assez significative des développements d'éolien, de photovoltaïque et de choses comme ça. Donc, une batterie de véhicule électrique, c'est comme une batterie, hein. Vous avez un milieu, enfin vous avez une anode, une cathode, comme dans les électrolyses classiques, et puis un fluide au milieu, bon en l'occurrence c'est des sels de lithium le plus souvent. Ce qui polarise toute la tension, c'est la cathode. C'est la cathode, parce que c'est elle qui est en général l'anode est en graphite. On arrive à la batterie. Donc elle cristallise toutes les attentions parce que c'est 14%, enfin c'est à peu près 14% du coût de la batterie, c'est la cathode, c'est très important. Hein, et donc là, en général, il va falloir mettre des métaux. Alors les plus connus, c'est les NMC, les nickel, manganèse, cobalt, mais il y a toujours du lithium. Voilà, vous en avez qui ont été développés notamment sur les modèles S de Tesla qui sont à lithium, fer, phosphore. On pourrait reparler pourquoi on s'interroge sur pourquoi faire des lithium, fer, phosphore justement. Une Zoé, c'est en moyenne 7 kg du coup de lithium, 11 kg de cobalt, 11 kg de manganèse et 34 kg de nickel. On va dire entre 10 et 15, peu importe le chiffre. 10 à 15 kg de cobalt dans une batterie. Un téléphone portable en contient 5 à 10 grammes. Donc il faut faire attention à la logique de substitution. Et ensuite, il faut faire très attention de ne pas rêver sur le fait qu'on puisse tout substituer. C'est-à-dire comme ça de dire dans 15 ans, il n'y aura plus de voitures thermiques. C'est-à-dire que si c'était qu'un seul pays comme la France qui décidait ça dans son coin et que les autres... tout à fait, ça serait jouable. Mais vous avez en gros petit à petit tous les pays occidentaux qui rêvent de substituer la totalité de leur parc. Et là, quand vous imaginez tous les métaux, les mines à ouvrir,
tout le processus industriel, les mines à ouvrir avec des métaux dont certains sont très mal répartis sur la planète, encore plus concentrés dans certains lieux que le pétrole, plus donc toutes ces mines à ouvrir, les conditions géopolitiques derrière, tous les processus, les usines successives de tout le process industriel, enfin moi ça me paraît déraisonnable d'imaginer que tout le monde occidental va passer à l'électrique, comme ça en 15 ans. Ça me paraît juste industriellement infaisable. L'automobile s'est beaucoup développé au niveau technologique ces dernières années. Aujourd'hui, vous avez beaucoup d'équipements électriques et électroniques dans une automobile. Vous avez beaucoup de câblages en cuivre et des petits moteurs en cuivre qui vont par exemple faire tourner vos rétroviseurs. Quand votre véhicule va arriver en fin de vie, qu'est-ce qui se passe? C'est trop cher de mettre quelqu'un avec un tournevis à dévisser tout ça, à enlever les câbles. Et donc vous allez tout simplement prendre le véhicule et puis vous allez le compacter, le broyer, l'envoyer dans un four électrique. Et en fait, le cuivre va dégrader les qualités de l'acier. Et l'acier ne va plus être utilisable que dans des conditions différentes, donc pas pour refaire une automobile, donc vous n'êtes pas dans une logique circulaire, vous allez l'utiliser pour des ronds à béton, pour le ferraillage du bâtiment. Donc c'est la dégradation de l'usage du recyclage. Donc même quand on recycle aujourd'hui, c'est loin d'être parfait. C'est le syndrome de la bouteille en plastique qui va finir en chaise de jardin, jamais en bouteille de plastique. Les industries extractives, pétrole, gaz, mines, globalement sont de loin à l'origine du plus d'abus en matière de droits humains. Ils sont à l'origine des pires abus, certains étant équivalents ou comparables à de la complicité de crimes contre l'humanité. On est aujourd'hui dans le choix entre une décroissance choisie ou une décroissance subie. Il faut quand même voir la dynamique dans laquelle on s'inscrit. On a doublé ces 20 dernières années la consommation de tous les grands métaux. On est passé ces 40 dernières années d'une consommation industrielle d'une vingtaine de métaux à plus de 60 métaux aujourd'hui. Et il faut savoir qu'on va à nouveau doubler probablement dans les 20 prochaines années. C'est-à-dire que dans les 20 prochaines années, en l'espace d'une génération, nous allons extraire de la croûte terrestre plus que pendant toute l'histoire de l'humanité. On ne connaît d'ailleurs pas quelles vont être les conséquences environnementales d'une telle consommation. Donc effectivement, on n'aura sans doute pas d'autre choix que d'organiser une certaine décroissance et l'organiser pour ne pas subir ce que seront les contraintes économiques de toute manière de l'inflation créée par ces métaux. Typiquement des États qui sont relativement étendus, donc on va trouver la Russie, on va trouver la Chine, on va trouver le Canada, l'Australie, l'Afrique du Sud également, le Brésil. Donc il faut miser sur ces pays-là, on va dire, et en tout cas sur la Russie qui a de nombreuses ressources critiques. La Chine, elle, ayant à la fois des ressources, mais aussi ayant capté une part de production très importante par les bas coûts qui ont tué, je dirais, un certain nombre de filières dans les pays occidentaux. C'est l'exemple des fameuses terres rares.